Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest mother on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Charles Chevalier. I am the greatest. Salut à tous, bienvenue dans le RMC Fighter Club, c'est le numéro 379. Aujourd'hui, épisode un peu particulier parce qu'on va revenir sur les annonces faites par Dana White pour ce qui est du début d'année 2026 pour l'UFC. On n'avait pas encore d'affiche pour les gros numérotés 324 et 325, c'est désormais chose faite, on va en parler. Donc, et débriefer un petit peu, voir si on est déçu, voir si on est content de ces affiches, voir si la manière a été bonne de la part de Dana White et aussi discuter de justement la qualité de ces affiches par rapport aussi à ce qu'on avait vu sur les autres années à l'UFC. On est avec Anto Sterpini de la rédaction RMC Sport. Ça va, Anto ? Bah écoute, ça va et vous les gars ? Bah ouais, très bien. Il y a Yacine Zaouini qui est avec nous aussi. Ça va, Yass ? Salut les gars, bah écoutez, ça va, on voit un peu plus clair sur le début d'année 2026. Ouais. Donc hâte de débriefer ça. Ouais, ça fait du bien de voir un petit peu plus clair. Un coucou à Baba, évidemment, qui est généralement tout le temps là, qui n'en rate jamais un, les RMC Fighter Club, mais qui est actuellement en commentaire du One, qui est à retrouver chaque semaine sur la chaîne YouTube, sur la chaîne Twitch RMC Sport. On embrasse Baba et évidemment on le retrouvera très vite dans le RMC Fighter Club. Allez, c'est parti pour le débrief des dernières annonces de Dana White. Les gars, donc on attendait, c'est vrai que c'est venu un petit peu tard en cette fin du mois de novembre. On voulait savoir ce que Dana White nous préparait. On s'attendait à un Ilia Topuria pour le premier numéroté de 2026. Finalement, pas d'Ilia Topuria, ça on l'avait su les jours avant. Il avait déjà fait comprendre que par rapport aux soucis personnels qu'il est en train de traverser, il ne voudrait pas combattre en ce début d'année de 2026. Et du coup, eh bien, la surprise du chef, ça a été de sortir le combat Justin Gaethje contre Paddy Pimblett en main event de l'UFC 324 qui aura lieu donc à Las Vegas. Ce sera pour la ceinture intérimaire des moins de 70 kilos. Déjà, ce que je veux savoir avec vous les gars, c'est est-ce que c'est une annonce, est-ce que c'est un combat qui vous rend heureux, on va dire? Est-ce que vous dites c'est cool d'avoir ce combat-là en main pour le premier numéroté de l'année, pour le premier numéroté aussi sur Paramount, puisqu'on change de diffuseur aux États-Unis, c'est plus ESPN, c'est Paramount. Est-ce que vous êtes content de ce combat ? Bah alors pour commencer, oui, on est content du combat, mais on n'est pas... Enfin, personnellement, je parle juste pour moi, je suis content du combat, mais je ne suis pas content du contexte. On aurait aimé ce combat-là, pour une demi-finale, il n'y a pas de souci, mais pourquoi pour un titre intérimaire chez les poids légers, ça n'a pas de sens selon moi en tout cas. Pas de sens, Yass, d'autant qu'il y a un combat qui est en co-main event, qui est Kayla Harrison contre Amanda Nunes. Celui-ci sera pour une ceinture, pas intérimaire en l'occurrence. Est-ce que tu te dis que quand même, Dana White, il aurait dû privilégier le combat avec la ceinture des filles plutôt que de passer cette ceinture intérimaire en main ? Alors déjà pour te répondre, moi oui je suis content personnellement parce que j'aime énormément voir Paddy Pimblett combattre. On a aussi un action fighter en la personne de Justin Gaethje. Maintenant, on a en co-main event, comme tu l'as précisé, un énorme combat, en mon sens peut-être le plus gros de l'histoire du MMA féminin, Kayla Harrison contre Amanda Nunes. Ouais. Je pense que mettre une ceinture intérimaire pour ce fight entre Gaethje et Pimblett, c'est peut-être un moyen de justifier justement la priorité en main event. Ok, je comprends aussi ton point de vue. Sportivement, on va revenir sur le reste de la carte qui a aussi été dévoilée en partie. Sportivement, toi, Anto, qu'est-ce que tu te dis de ce fight ? Est-ce que Paddy méritait finalement d'avoir une ceinture intérimaire ? On sait que normalement, il pouvait se destiner vers Paddy parce que c'est lui qui avait été call-out juste après qu'Ilia ait remporté son dernier fight. Sportivement, ça veut dire quoi pour toi ? Qu'est-ce que ça va préciser aussi sur le futur de cette catégorie des moins de 70 ? Bah sportivement, ça monte pas grand-chose sur la catégorie des moins de 70, en tout cas pour Paddy Pimblett, parce que quand on voit ce combat, on voit Justin Gaethje contre Paddy Pimblett, enfin surtout Paddy Pimblett pour la ceinture intérimaire, on se dit ah ouais, mais en fait l'UFC ne se cache même plus. La voie royale, elle est pour Paddy Pimblett. Le gars, il y a quelques mois, il était 12e, il bat Michael Chandler. Oui, avec la manière, il le mettait KO, il y a pas de souci. Mais il y a plusieurs mecs qui ont fini Michael Chandler. Ouais. Ça veut pas dire qu'ils sont montés dans le top 5 pour autant. Lui, il est monté 8 ou 9 et il a gagné 3-4 places sans combattre. Oui, Makhachev est parti de la KT. Oui, Dustin Poirier a pris sa retraite. Mais lui donner un title shot, lui donner un combat pour le titre intérimaire,
Bah, je trouve que ça n'a pas Il y a- aucun sens et ça délaisse en fait des combattants. C'est marrant ce que tu dis. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, quand j'ai vu l'annonce de ce fight-là, je me suis dit, c'est le dernier arrêt de l'autoroute, en fait, pour Hmm. Paddy Pimblett. Après, c'est un vrai test. En tout cas, pour moi, là, on parlait beaucoup de combat de référence, en tout cas qu'il avait besoin de combat de référence. Il a prouvé en partie contre Chandler, mais Justin Gaethje, c'est un combattant qui aspire encore à devenir champion. C'est un des meilleurs combattants de toutes ces dernières années. Finalement, il incarne en fait le dernier représentant peut-être de cette génération dorée des Hmm. 70 kilos. Il veut encore aller au bout. Donc là, c'est un gros test pour Paddy Pimblett. C'est vrai qu'au final, en regardant le classement, j'analyse un petit peu à chaud parce que c'est arrivé cette nuit. Donc là, on fait aussi un petit peu cette analyse avec le cœur en se disant est-ce qu'on kiffe pas, est-ce que c'est mérité, est-ce que c'est pas mérité. Mais qui aurait plus mérité? Alors évidemment, le grand perdant de l'histoire, c'est Arman Tsarukyan qui lui vient de gagner à l'UFC Qatar. Avec la manière, il a battu Hooker, il lui a roulé dessus. Arman, lui, il a tout perdu. Pour l'instant, parce qu'en gros ce que ça veut dire c'est que forcément lui il a la ceinture et il prendra le vainqueur de Gaethje contre Paddy Pimblett, ce qui veut dire que pour Arman il est quasiment sûr qu'il va devoir refaire un combat avant de potentiellement pouvoir aller prendre Ilya ou le vainqueur de Gaethje contre Pimblett. C'est clair qu'elle est très très longue. En tout cas, elle commence à, à vraiment. L'attente, ouais. Ouais. De toute façon, la punition pour Tsarukyan. ouais. On dirait que l'UFC cherche justement à lui faire comprendre que ça n'a pas été apprécié qu'il annule Ouais. ce fight contre Islam Makhachev. Bah ouais, c'est ça. Je début rappelle, d'année. d'ailleurs, c'était le premier numéroté de l'année 2025. C'était l'UFC 311, Makhachev qui finalement a affronté Moïcano, mais à la base devait affronter Tsarukyan. Et d'ailleurs, mais moi je me rappelle, puisqu'on préparait les émissions comme on fait pour tous les numérotés, et ça c'est le genre de truc, ça arrive 24 heures avant, ou je sais plus, ça arrivait la veille, tu dis, oh non, faut tout refaire, faut tout revoir, les sujets, les images et tout, fallait tout revoir. Ça met Mais tout le monde dans la merde. Donc en fait, à notre niveau déjà, ça nous met dans la merde. Imagine un petit peu au niveau de l'UFC, quand ils ont envie de continuer à faire monter Makhachev, qu'ils ont envie de proposer cette belle affiche, ça a mis tout le monde dans une sauce pas possible. Donc bon, c'est ça en fait, ils sont encore en train de le punir. Ouais, ils sont en train de le punir, mais en autre sens, ils punissent quand même d'autres combattants parce que Paddy Pimblett, c'est pas le plus méritant en fait du top 5. Oui, Max Holloway. T'aurais vu qui du coup pouvoir prendre cette ceinture Max Holloway est intérimaire? blessé. Max Holloway il est blessé, c'est ce que j'allais dire dans la phrase suivante. C'est juste, est-ce que tu étais obligé de faire la ceinture intérimaire le premier mois de l'année? Parce que, à mon sens, là, un combat qui mérite vraiment la ceinture intérimaire, c'est Charles Oliveira contre Max Holloway. Si tu ne mets pas Tsarukyan, si on enlève Tsarukyan de l'équation, oui, Max Holloway a la ceinture BMF, mais ok, elle sert à quoi la ceinture BMF? Tu peux les mettre tous les deux pour la ceinture intérimaire, et si vraiment fallait obligatoirement avoir les moins de 70, ok, pourquoi pas. Là où je comprends pas encore, c'est Paddy Pimblett et main event, alors que tu as une ceinture en dessous. Est-ce que c'est le diffuseur qui dit, bah écoutez, en vrai, avoir Harrison Nunes, nous, en main event pour notre première carte numérotée de l'année, bah on trouve pas ça fou, on préfère avoir du star power. Ouais. Et faut pas se mentir, Paddy Pimblett, il a 5 millions d'abonnés sur Insta, il a le star power aux États-Unis, enfin en Angleterre, et comme tu le disais en réunion au début de journée, il l'a aussi aux États-Unis, comme tu as fait les Fight Week, tu as pu voir le star power qu'il a pu prendre aussi aux États-Unis. Oui, ok, mais il y a trop de questions qui se posent, et même les combattants se posent les mêmes questions. Ils ont tweeté toute la journée, toute la soirée. Sachant que quand je repense à par exemple l'UFC 200, on sait pour 100, 200, 300, ils veulent marquer les esprits. Ils avaient mis un combat justement déjà l'UFC 200 de Amanda Nunes, c'était contre Miesha Tate. Ils font parfois pour des grosses affiches, pour des événements hyper intéressants comme ça, ils se disent bah on met. Alors il y avait eu des changements, etc. Ok, c'était pas le combat qui était prévu à la base à cette place-là, mais peut-être que, enfin pour moi, ça aurait mérité, c'est vrai. Est-ce que déjà, alors on peut aussi évoquer le Common Event. Est-ce que pour toi aussi c'est le plus gros combat féminin de l'histoire, le Kayla Harrison contre Amanda Nunes ou pas? Oui, complètement, je suis complètement d'accord Moi, je suis avec d'accord toi. aussi, On ouais. a eu Shevchenko, Zhang Weili. On y C'est pensait. peut-être le numéro 2, ça se joue à Ouais, rien, ouais. mais Après- avoir Amanda Nunes, déjà, ça change complètement la donne dans un combat. Ouais, après on verra comme d'habitude, on verra ce que ça délivre dans la cage parce que c'est là où on se dira avec le recul, tiens, celui-ci c'était le combat le plus important de l'histoire de l'UFC aussi par rapport à ce qu'on a vu et ce que ça a rendu dans la cage. Est-ce que vous voulez rajouter des trucs sur le Gaethje Pimblett ou tout a été dit? Peut-être juste toi, Yas, c'est vrai que tu disais juste tout à l'heure, on en discutait en rédac, etc. Tu disais aux gars, juste, j'espère pour vous que vous allez pouvoir vivre un jour ce que ça fait de voir
Paddy Pimblett dans une salle, même aux États-Unis? Parce qu'on se questionnait un peu naïvement en disant, est-ce que Paddy Pimblett, nous on est européens, donc il a combattu beaucoup à Londres, c'était sur des fuseaux horaires européens, donc forcément il est connu, il est reconnaissable, il y a un vrai coup marketing sur lui. Mais tu disais aux États-Unis, c'est aussi un truc de fou parce que les salles, elles chantent aussi pour Paddy Pimblett. C'est clair. L'UFC a clairement réussi à importer ça aux États-Unis. En Europe, c'était déjà une star, notamment lorsqu'il combattait au Cage Warrior. Lorsqu'il a signé à l'UFC, il a beaucoup combattu sur les cartes anglaises, donc en effet aux horaires européennes. Mais même aux États-Unis, voilà, moi j'ai couvert du coup la Fight Week de l'UFC 314 à Miami, où il a affronté Michael Chandler. Alors déjà, c'est un énorme professionnel, c'est-à-dire que comparé à d'autres combattants qui enchaînent les médias et dont on sait la lourdeur du calendrier médiatique et des impositions de l'UFC, Mm. il accepte toutes les questions, il fait tout avec le sourire. Il fait ça comme un professionnel, en fait. Il Mm. remplit sa part du contrat. Et lors du combat, eh ben, comme je le disais, je vous souhaite à toutes et tous d'assister un jour à un walkout de Paddy Pimblett, parce que la salle, ça devient une fête, en fait. Ok. C'est un truc de fou. Ouais, donc ça explique assez bien pourquoi ils l'ont mis. Voilà, on s'interrogeait, est-ce que Paramount, le diffuseur, a demandé quelque chose de particulier? Forcément, ça a été discuté avec eux. Maintenant, sur l'aspect plus général de tout ça, est-ce que on attendait Topuria? Je pense que l'UFC, même eux, hein, j'imagine, on n'est pas dans les petits papiers non plus, mais j'imagine que même eux, ils se disaient Topuria, on va l'avoir pour le début d'année, on va faire une grosse carte en ouverture de 2026. Est-ce que du coup, ils n'ont pas grillé toutes leurs stars un petit peu trop sur cette fin d'année? Tu vois, de faire combattre Pereira il n'y a pas très longtemps, de faire combattre Makhachev aussi en fin d'année. Est-ce qu'ils n'auraient pas dû s'en garder un? Tu vois, Makhachev, finalement, il repoussait le combat de 2 mois, c'était possible. Est-ce qu'ils n'auraient pas dû s'en garder un, peut-être au show, pour s'assurer d'avoir une énorme carte en ouverture de 2026? Uniquement pour la carte de janvier, peut-être qu'ils auraient dû garder une grosse star. Après, c'est un peu compliqué parce que voilà, les Shimaev, on sait que c'est pas les combattants les plus actifs dans le roster. On sait qu'en plus de ça, bah là, il va avoir une période importante pour les Mm. combattants musulmans, donc la Mm. période du Ah, le Ramadan qui Ramadan. arrive en février. Il l'a notamment précisé, il comptait pas combattre avant cette période-là. Pereira, en effet, a combattu il y a peu, et puis on a appris qu'il avait quelques complications. Donc, t'as pas de grosses stars, mais quelque part, je pense qu'on a banalisé aussi le rayonnement de certains combattants. On a quand même, dès le mois de février, une semaine après le premier événement numéroté de l'année, un Volkanovski quand même. Ouais. Je trouve qu'on a vachement banalisé ça. Ouais, ouais. Donc, et Ilia Topuria, finalement, c'est devenu une grosse inconnue parce qu'on avait des rumeurs qui nous laissaient comprendre qu'on le verrait pas de sitôt. Au début, c'était pas au mois de janvier. On s'est dit peut-être le deuxième pay-per-view, quand on a su que c'était en Australie, ça faisait un peu moins sens. Puis finalement, ça a été précisé voilà, hier dans la soirée par lui-même. Il a communiqué. Il y avait beaucoup de rumeurs autour notamment de son cadre familial qui est en train de changer. Je crois qu'il est en train de traverser une période de divorce. Il préfère se concentrer sur sa famille, il préfère se concentrer sur ses problèmes. J'ai beaucoup aimé la façon dont il a communiqué aussi à l'UFC que s'il devait prendre des choix, s'il y avait des mesures à prendre vis-à-vis de son statut de champion, eh ben, il prendrait les bonnes décisions et que lui ferait savoir à l'organisation quand il Mm. serait prêt à revenir dans la cage. Mais il y a aussi il y a un événement aussi en milieu d'année qui fait que les combattants vont peut-être moins Ouais. combattre, Là, il y a de la que ce politique. soit en Ouais, ouais. janvier, Ouais, février, c'est de la mars. Il politique. y a l'événement à la Maison Blanche. Whitehouse, ouais. Et ils disent, bah, les combattants se disent sûrement, attendez, je vais pas combattre en février ou même janvier. Imagine, Mm. je me blesse et je peux pas combattre à la Maison Blanche. Il y a Ouais. aussi Ah ouais, cet ouais, non, événement-là mais qui ça va être qui super peut mettre un peu important. du Ça plomb va dans être l'aile dans super l'UFC. important parce que les mecs qui vont être calés sur les numérotés, qui vont être en mars, en avril, on est à peu près sûr qu'on les verra pas en juin. Donc Exactement. enfin, on va voir ce qu'ils vont réserver à leurs énormes stars parce que évidemment ils l'ont dit que en juin cette carte, ça devra être la carte la plus folle de l'histoire de l'UFC. Du coup, il y a aussi, c'est vrai, cette annonce de Volkanovski contre Lopez 2. Ce sera donc seulement, alors ça c'est assez rare, hein. D'ailleurs à vérifier, est-ce que c'est inédit? Ça n'a pas dû arriver très souvent, mais il y a 2 numérotés qui sont à une semaine près. Donc pour nous aussi ça va faire du taf les gars, Ah oui. faut qu'on se prépare. Sur fin janvier, il va falloir qu'on se prépare. Cette affiche-là, qu'est-ce que vous en dites? C'est à Sydney du coup. Volkanovski un petit peu à la maison là-bas. Est-ce que c'est une affiche pour une headline de numéroté, celle-ci? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors ça vend, oui. Après, tout à l'heure, Anthony parlait du fait que l'UFC ne se cache plus sur certains combattants. Quid de Movsar Evloev? Je Ouais. ne sais pas s'il existe encore. En tout cas, l'UFC, visiblement, ne l'inclut pas dans ses plans. Pour moi, il y avait aussi un Leron Murphy qui était très méritant. D'ailleurs, Alexander Volkanovski l'a précisé dans sa dernière vidéo, qui est sortie, il me semble, ce matin sur sa chaîne YouTube. Mm.
Il disait que Movsar Evloev et Leron Murphy étaient peut-être plus méritants que Lopez, mais qu'au moins l'UFC savait que ça allait vendre et qu'ils allaient avoir du spectacle. Volkanovski, c'est la star locale. L'UFC a toujours besoin de ça. Ils ont perdu un autre champion océanique en la personne de Jack Della Maddalena. Donc il faut un représentant aussi local pour une carte à Sydney. Voilà, un chemin pour moi qui est légèrement facilité pour Diego Lopez. À part ça, sinon, voilà. Ouais, ça fait après, plaisir de revoir après, Volkanovski dans la cage. après Anto, c'est vrai que quand je regarde le classement quand même de cette catégorie des moins de 66, je me dis que l'UFC a tout intérêt à ce que Volkanovski conserve sa ceinture. Parce que derrière, justement, pour vendre, si tu as Diego Lopez qui est champion et que derrière, effectivement, c'est un Evloev ou c'est un Leron Murphy, par exemple, c'est pas très vendeur. Hein. Tu mets pas, je pense pas qu'un Diego Lopez. Enfin, j'essaie d'imaginer un contexte, mais à mon avis, ça, tu vois, un Diego Lopez contre Leron Murphy, ça a une bonne tête de co-main event sur un numéroté où il y a une ceinture plus importante au-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, je suis un peu d'accord avec toi. Et là où je rejoins Yas, c'est sur la vidéo de Volkanovski. Il dit vraiment l'UFC voulait vraiment Lopez. Donc, ou quoi, l'UFC ne se cache même plus, c'est que lui ont proposé Lopez et c'est tout. Ils n'ont pas dû lui proposer Evloev, ils n'ont pas dû lui proposer Murphy. L'UFC, ça y est, ils connaissent la machine, ils connaissent le business. Oui, un Evloev champion, ça fait pas vraiment vendre. Un Murphy champion, ça fait pas vraiment vendre non plus. Et puis, ils se gardent surtout des match-up. C'est qu'en faisant cette revanche-là, pourquoi pas en milieu d'année, bah ok, Evloev, tu voulais ta chance, c'est maintenant. T'as encore au moins Volkanovski qui avait lavé toute la catégorie, il a encore au moins 3 ou 4 combats encore à faire chez les moins de 66, alors que avant, il y a ça 2 ans, avant que Topuria devienne champion, on lui disait mais en fait il a plus rien à faire en moins de 66, monte en moins de 70. Quelque chose d'intéressant aussi qui pourrait être fait par l'UFC sur cette carte, c'est de réaliser le désir et la proposition de Movsar Evloev qui a proposé à Leron Murphy de s'affronter pour la place de contender numéro 1 sur cette même carte. En général, on sait que l'UFC apprécie c'est ça. rencontrer 2 potentiels futurs adversaires. Et en plus, quand ils font ça, ils sécurisent aussi des combattants qui vont être au poids. Si jamais il y a un pull-out suite à la pesée, etc., ça sécurise des combattants au poids et crédibles à potentiellement pouvoir combattre pour une ceinture. Si effectivement ils font ça. Du coup, ça va nous amener, Yas. Vas-y. Mais Charles, tu parlais justement de l'intérêt pour l'UFC de conserver Alexander Volkanovski, que peut-être ce serait mieux pour eux qu'ils en viennent à vaincre une deuxième fois Diego Lopez. Après, je sais pas pour vous, mais moi, je le vois bien comme un combat de retraite pour Volkanovski à domicile. Ouais, c'est à domicile, c'est à Sydney. Je sais pas ce que vous en pensez, mais au moment où il reprend sa ceinture, il avait annoncé vouloir être très très actif. On l'a connu très actif lors de son premier règne. Il avait annoncé vouloir combattre 1 à 2 fois en plus dans l'année 2025. Finalement, il a combattu en avril, on le revoit qu'en février prochain. Moi, je le vois bien encore continuer parce que ça y est, il est de nouveau champion. Mine de rien, quand tu arrives à cet âge-là aussi, tu penses à sécuriser ton futur, ta famille. Je le vois bien continuer à faire quelques combats. Quand je regarde la suite de la KT, je me dis qu'il peut encore faire 2-3 fights et que la concurrence, elle est pas féroce. Elle est assez vieillissante aussi, cette KT. Quand tu regardes derrière, au-delà de Evloev et Murphy dont on a parlé, mais t'as du Arnold Allen, t'as du Sterling, t'as du Yair Rodriguez. Tu vois, c'est des mecs, à mon avis, que Volka est encore capable de prendre et qui, quoi qu'il arrive, s'il continue à enchaîner les combats, et ça lui fait des money fights pour terminer sa carrière. Après, Murphy, il a 34 ans. Ouais, 35, il n'est pas si jeune que ça. En fait, tout dépend de la manière dont il va gagner. Contre Lopez, s'il gagne, moi, je pense qu'il va gagner. Mais tout dépend. Si il gagne, mais il prend un down ou 2 downs dans le combat, il va se dire ah ouais, peut-être là c'est là mon il a peut-être un peu lâché et où il surdomine. Bah ouais, il va dire mais attends, là j'ai surdominé un mec, c'est le numéro 2 de la KT. Bah vas-y, je prends le numéro 1 dans 3 mois, c'est bon, il y a aucun problème. Après moi, j'ai du mal à croire pour synthétiser tout ça que quand il rentre dans la cage, je pense qu'il sait ce qu'il va faire. Il se dit si je gagne, potentiellement je continue, si je perds, j'arrête. Mais ça m'étonnerait qu'il adapte, tu vois, ce qu'il va faire après en fonction de la manière dont il gagne. Tout dépend de la manière. Tout est possible, mais on verra bien. Et après, c'est sûr que ça pourrait ressembler à une retraite s'il gagne en plus et qu'il pose les gants. Il est chez lui, il repart avec une ceinture. C'est une très bonne manière de prendre sa retraite. Mais je pense aussi que pour la KT, l'UFC
potentiellement est prêt à le garder et donc à pouvoir encore aligner un petit peu d'argent pour pouvoir le motiver à rester à l'UFC. Mais il C'est ce reste qu'on pas beaucoup de verra. combats. Ouais. Non, non, Ah, il en reste pas beaucoup, mais bon, pour cette KT, à mon avis, si tu perds Volka là dans le haut de cette KT, t'as aucune grande star en fait. Là, pour moi, t'en as zéro. Tu vois, Ah, t'en as aucune. t'as Hein. des Ouais, mecs c'est dangereux, mais compliqué. t'as zéro grande star. Donc pour l'UFC, tu vois, même s'il y a le Jamin Sterling qui est connu, mais c'est pas une grande star, Jamin Sterling, même Non, non, je si suis d'accord il avec toi, oui, réussit à bien faire sûr. quelque chose. Enfin, tu vois, donc je pense que c'est important pour eux aussi de le garder. Un mot du coup, les gars, parce que on le rappelle, donc UFC 324, ce sera le 23-24 janvier, et la semaine suivante, il y aura l'UFC 325 à Sydney. Ce qui a été annoncé sur la carte du 324, donc à Las Vegas, on l'a dit, Gaethje contre Pimblet en main event pour la ceinture intérimaire des moins de 70. Chez les moins de 61 femmes, Kayla Harrison contre Amanda Nunes. Et puis derrière, il y a aussi Sean O'Malley contre Song Yadong qui a été annoncé. On a du Waldo Cortés Acosta contre Derek Lewis, Arnold Allen contre Jean Silva, Alexa Grasso contre Rose Namajunas, Umar Nurmagomedov contre Davison Figueiredo. C'est quoi les combats qui vous chauffent le plus? Parce que la carte quand même ressemble bien à quelque chose. Ah, le Umar Figueiredo. Ah, il fait plaisir ce combat. Ouais. Celui-là, C'est c'est ton le petit coup de combat. cœur Ouais, c'est de le la combat liste. que je veux regarder. Ouais, il est pas mal, mais avec le momentum qu'il a eu ces dernières semaines, le Waldo Cortés Acosta, j'ai bien envie de le Ouais. revoir combattre aussi. Ouais. C'est ça le combat que tu as le plus envie de voir, même si ouais, t'as plus envie. Ça m'étonne de toi que tu aies plus envie de voir un combat de poids lourd avec Ouais, c'est un peu étonnant, avec c'est un un peu Derek étonnant. Lewis en face qu'un Umar contre Figueiredo. Alors, si je dois être honnête, c'est pas Derek Lewis principalement que j'ai envie de Ouais, voir, c'est j'ai surtout bien compris, Cortés ouais. Acosta. J'ai bien compris. Ouais. Bon, en tout cas, la carte est vraiment sympa. On verra comment ils vont l'ordonner exactement et je pense que ça va sortir dans les prochains jours. Par rapport à ce qui s'est fait, je me suis noté quand même ce qui s'était fait les autres années en me disant que le premier numéroté de l'année, c'était pas forcément celui où jetaient toutes leurs forces parce que bon, l'année dernière, il y a eu Makhachev quand même, donc ils avaient mis une grosse star dès le début. C'était censé être contre Saroukian, finalement, c'était contre Moïcano. En 2024, Strickland contre Duplessis, UFC 297. En 2023, on avait eu celui-là, je pense que ça peut faire sourire parce qu'effectivement, en headline de main event de pay-per-view, c'est pas fou. C'était Teixeira contre Hill. Et puis, bon, les années d'avant, c'était pas mal. C'était Ngannou contre Gane, Poirier-McGregor 2 et puis McGregor contre Donald Cerrone. Est-ce que, je sais pas, vous pensez qu'une stratégie sur les débuts d'année pour l'UFC, est-ce que c'est important pour eux d'entamer des années avec un gros combat, sachant que la seule période où ils s'arrêtent dans l'année, c'est à peu près de mi-décembre au premier événement de l'année suivante. Donc il y a plus ou moins toujours un mois de battement et c'est la seule fenêtre où l'UFC arrête pendant aussi longtemps. Ces autres années-là, il y avait quoi comme ambition d'après vous quand vous entendez les affiches que je vous ai données? Bah, tout simplement, tu avais une énorme ambition l'an dernier quand tu as un Makhachev Saroukian et en Ouais. co-main, c'était Nurmagomedov Dvalishvili. Bah ouais, t'avais une ambition énorme de te dire on commence très fort l'année. Bon, après, t'avais le 312 où c'était Duplessis Strickland, donc tu redescendais un peu. Et c'est pour ça que je comprenais pas trop la politique de l'UFC l'année d'avant d'avoir mis comme premier événement numéroté Strickland Duplessis. Mm. Et c'est ressenti parce qu'ils ont même pas du tout ressorti les chiffres du pay-per-view. Mm. Donc oui, ils sont obligés de commencer fort. Ils se font oublier pendant 3-4 semaines. Tu dois commencer avec un énorme événement. Mais Ouais. souvent, le numéroté, c'est pas le premier événement UFC de l'année. Ouais, exact. Souvent, ils mettent une ou deux Fight Night avant. Ouais, exact. Et bah, d'ailleurs, il y a une année, c'était en 2023, je crois, c'était Nassourdine Imavov contre Sean Strickland, justement. Et c'est ce jour-là qu'avait été annoncé le combat entre Cyril Gane et John Jones. Je sais pas si vous vous rappelez avec l'image qui avait fuité sur la T-Mobile C'est la Arena, T-Mobile, où il y avait l'affiche qui avait été jouée alors qu'elle était censée être jouée plus tard. Donc effectivement, généralement, il y a des Fight Night qui arrivent aussi avant. Et d'ailleurs, transition toute trouvée aussi pour parler du combat entre Cyril Gane et Thomas Spinal, la revanche. On pensait que potentiellement ça pouvait arriver en fin d'année parce que théoriquement Thomas Spinal est lui aussi prêt à pouvoir recombattre. On a vu que Cyril Gane était reparti aussi à Dubaï, il était derrière allé au Qatar pour assister à l'UFC Qatar. Il devrait arriver pour quand ce combat-là du coup? On sait pas. On sait pas On du sait tout. pas. Alors, ma date ciblée, en tout cas à l'origine, mais c'était qu'une pure estimation, c'était le mois de mars, à chaud après le combat. Janvier, février, finalement, on sait que c'est cuit. On a entendu la stratégie, en tout cas l'ambition de Fernand Lopez et du clan Cyril Gane de vouloir le faire le plus rapidement possible. Il avait même été évoqué potentiellement de le faire avant l'année 2026, potentiellement pourquoi pas sur une carte au Qatar. Mais depuis, donc là ça fait pile un mois
que le combat a eu lieu. Et c'est silence radio du côté de Thomas Spinal. Aujourd'hui, on sait que au mieux, ce sera en mars. Mais même ça, sincèrement, j'en doute. Ouais. Et Bah, Thomas Spinal a tout intérêt, finalement, pour moi, ouais, elle veut à faire plus longtemps. déstabiliser le clan Cyril Gane en faisant silence radio. Ouais, c'est Mais vrai. on sait souvent que l'UFC, ils font des événements en Angleterre en mars, Ouais. aux alentours de mars. Donc si c'est un événement numéroté, pourquoi pas à Spinal. Après ce qu'il a fait, tu lui donnes un main event à Londres. Bon, c'est ta star locale, ok. Mais bon, c'est plus le remercier que le punir. Ouais. Mais c'est pas déconnant s'ils le font en avril. Hein. En fait, tout dépend du calendrier de l'UFC. S'ils veulent pas d'Aspinal ni de Gane à la Maison Blanche, bon, ils te le font en mars-avril, il n'y a aucun problème pour eux. Hein. Bah, de toute façon, ouais, s'ils mettent Gane Spinal à la Maison Blanche, s'ils veulent mettre John Jones, ça dévalorise un peu John Jones de mettre une ceinture des poids lourds sur la même carte que John Jones, ça le met pas en avant. Donc à mon avis, ça ils le feront pas. On se doutait que pour le premier numéroté de l'année, ils mettraient pas parce que ce combat-là, ils sont quasiment, sauf si c'est un White House, mais ils sont quasiment obligés de le mettre en main event. Tu mets pas un championnat du monde de poids lourd normalement en co-main event, Non, donc ils sont obligés de le mettre en haut. Ils n'allaient pas le mettre en ouverture d'année 2026 normalement. Ils n'allaient pas le mettre en Australie, ça aurait pas fait sens de mettre ce combat-là en Australie. Donc effectivement derrière, là ça repousse puisque les annonces ont été faites, ça repousse à mars, avril. Mais peut-être pas. Enfin, je pense Mais pas ça non va plus être au White compliqué House. parce qu'ils ont beaucoup de stars. C'est Chimaev, ouais. Kadi, Anna Ouais, faut qu'il y ait- Sourdine, on se faut qu'il y ait retrouve du monde, après le Ramadan. Ouais. Donc s'ils font le combat en mars, Chimaev, tu le mets pas co-main. Hein. Dans aucun monde, il est co-main event. Hein. Ouais. Ça sera Donc très probablement pas en mars, ça sera probablement soit avril, voire mai. Mais tu vois, il y a tous ces stars-là que tu vas réfléchir à est-ce que je le mets à la Maison Blanche? Ah bah non, on va le faire combattre avant. Non mais attends, on peut pas mettre la ceinture des poids lourds en co-main. Ouais. Comment on fait? Donc ils vont se casser la tête en fait les matchmakers. Ouais, on est assuré en fait d'avoir une belle année 2026 avec au moins 2 title shots pour nos Français, Cyril Gane et Nassourdine Imavov. Chimaev l'a confirmé hier pour Nassour. Mais après, en effet, ça peut venir assez tard dans l'année. On parlait du mois de juin, de la Maison Blanche, mais au mois de juin, il y aura aussi une autre grosse carte, c'est l'International Fight Week. Chaque année, l'UFC en général aime un peu choquer les fans avec une ou deux grosses affiches, voire une grosse carte. Ouais, mais c'est dur. Déjà que cette catégorie poids lourd, elle a été mise en pause à cause de John Jones longtemps. Si là, pour un Pokai, tu ne fais pas le combat entre le mois d'octobre et le mois de juillet, tu vois, c'est quand même hyper long. Ça fait que vraiment la KT, elle bouge pas. T'as des Cortés Acosta qui montent, etc. Mais bloquer la catégorie encore autant de temps, ce serait, enfin, c'est un gâchis pour l'UFC. Tu vois, je pense que c'est un gâchis parce qu'ils peuvent en faire des trucs cool encore de cette ceinture des poids lourds. Donc, quel que soit le résultat d'un Aspinal contre Gane, ils peuvent en faire des trucs cool. Donc là, tu bloques encore la KT si tu fais ça. Ouais, et puis de toute façon, je veux dire, si les deux doivent combattre, si les deux combats doivent se faire assez tôt dans l'année, donc on va dire entre mars et mai pour éviter la Maison Blanche. Pour sûr, déjà, ils ne seront pas sur la même carte. Parce qu'en effet, tu peux pas mettre un championnat du monde poids lourd, à mon sens en tout cas, en co-main event. Non. Et tu peux pas mettre un combattant avec le star power de Chimaev en co-main. Ouais. Alors après, pour le White House, ils vont être obligés de faire des choix costauds. Hein. Mais Ça va c'est un être. hors-série, ça. Ouais. Pour la White House, j'ai hâte de voir la tête du Comen et tout. Ça risque d'être dinguerie quand même. La tête des prélims déjà. La tête les prélims. Les prélims, elles vont vraiment être folles. Bon, les gars, je crois qu'on a tout dit. Vous avez des trucs à rajouter sur les annonces de Dana White ou tout a été balayé d'après vous? Non, bon je pense que tout a été balayé. Bon, Qu'il tout fasse a été un balayé. peu plus plaisir la prochaine fois quand même. Hein. Ouais, qu'il fasse un peu plus plaisir. Non, mais surtout que quand on regarde les champions actuels à l'UFC, c'est vrai qu'on se dit c'est peut-être la photographie Elle est belle, hein. des champions. Elle est magnifique. Elle est Il y en a magnifique. 4 surtout. Ouais, il y en a 4. Quand tu regardes le site de l'UFC où tu vois Topuria, Makhachev, Chimaev, Pereira, la line-up, elle est mais terrifiante. attends, et derrière, tu descends, tu as aussi du Volkanovski, tu as du Dvalishvili. Enfin, la photographie actuelle est folle. Elle est belle. C'est vrai qu'en regardant cette homepage des rankings UFC sur leur site, tu dis, c'est ça qu'ils nous ont sorti. Ils nous ont sorti Pimblet, qui est cinquième, on ne sait pas vraiment comment. Ce sera l'occasion, on aura l'occasion d'en reparler aussi, hein, bien sûr, de est-ce que Pimblet mérite ce title shot ou pas, etc. Mais tu te dis qu'ils auraient pu faire quelque chose quand même de beaucoup mieux, et il y a une petite frustration. Et c'est marrant, c'est vrai que quand tu parles de l'alignement, quand tu vas sur le site de l'UFC, de tous ces champions qui sont archi dominants, en fait, on a du mal limite à voir qui pourrait les faire tomber. Récemment, on a posé la question sur les réseaux en mettant justement leurs photos et en disant qui pour les détrôner. Et dans les réponses, tous les gens disaient eux-mêmes. En fait, ils peuvent se détrôner entre eux. C'est vrai. Il y aura, ou alors il faut qu'ils prennent la retraite, comme potentiellement tu l'évoquais pour Volkanovski. Comme ça, ils n'ont même pas à être battus et au moins l'histoire se termine comme ça. Merci les gars. On rappelle que
Dana White a fait des annonces pour les 2 premiers numérotés de l'année 2026 avec l'UFC 324 à Las Vegas. Gaethje contre Pimblett pour la ceinture intérimaire des moins de 70 kg. Et puis la semaine suivante, une semaine après, Volkanovski qui défendra sa ceinture contre Diego Lopez pour le remake du combat qui avait déjà été fait entre ces 2 combattants. Yas, merci beaucoup. Merci à toi. Anto, merci beaucoup. Et évidemment, on se retrouve très très vite dans le AMC Fighter Club. Pensez à commenter, pensez à liker, pensez à vous abonner. Et un merci à Arthur Robert d'avoir organisé ce podcast avec nous. À très très vite. Ciao.